L'Université populaire européenne de Grenoble s'efforce depuis maintenant presque 20 ans de mieux faire connaître l'Union européenne, ses institutions, ses politiques. Elle le fait au travers de conférences à Grenoble, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'une émission de radio sur RCF Isère, de notes de lecture et d'entretien avec des personnalités investies sur les sujets européens. Cette UPEG est largement soutenue par la ville de Grenoble, par la Maison de l'International et Europe Direct Isère-Savoie. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir nous entretenir avec M. Nicolas Droz, conseiller commerce à la représentation de la Commission européenne en France. Il a accepté de nous éclairer sur l'accord commercial entre le Mercosur et l'Union européenne. C'est important car cet accord suscite beaucoup d'interrogations, voire même d'opposition des agriculteurs, et notamment largement en France, mais pas seulement, il est vrai. Merci beaucoup d'avoir accepté cet échange. Première question, que contient cet accord Union européenne-Mercosur? Parce qu'il est très complexe. Merci pour votre invitation et bonjour à tous les auditeurs de l'UPEG. Que contient cet accord entre l'Union européenne et le Mercosur? Il est vrai qu'il est très complexe puisqu'on a une trentaine de chapitres, plus de 1000 pages d'accords, donc c'est quelque chose qui est très compliqué et c'est quelque chose qui s'adresse quand même beaucoup aussi aux entreprises, au milieu économique et donc c'est quelque chose qui n'est pas toujours très compréhensible pour des gens qui ne travaillent pas avec ces accords toute la journée. Je dirais pour simplifier qu'il y a trois grandes dimensions à cet accord. La première dimension, c'est la dimension géopolitique. Cet accord, il vise à créer un lien entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, notamment dans un contexte de tensions géopolitiques que nous connaissons aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est un élément environnemental. On a tout un chapitre sur le commerce et l'environnement. Mais j'aimerais peut-être citer deux importantes clauses de cet accord. Le premier, c'est l'introduction de l'accord de Paris comme un élément essentiel de l'accord. Et le deuxième, c'est une clause contre la déforestation. Le fait d'avoir entré l'accord de Paris comme un élément essentiel de cet accord, ça veut dire que si une des parties de l'accord soit ne respecte pas l'accord de Paris, soit décide de sortir de l'accord de Paris, eh bien, l'autre partie de l'accord peut supprimer les concessions, les préférences qui sont données à cette partie de manière unilatérale pour justement essayer d'inciter cette partie à rester dans l'accord de Paris et à respecter cet accord de Paris. Donc, très concrètement, si un des pays sort de l'accord de Paris, un des pays du Mercosur sort de l'accord de Paris, l'Union européenne pourra décider unilatéralement de retirer ce pays de l'accord. La deuxième chose, c'est la lutte contre la déforestation, avec un engagement des parties à l'accord de lutter contre la déforestation. C'est une clause qui est légale et qui engage réellement les parties dans cette lutte contre la déforestation. Donc ça, c'était pour la dimension environnementale. La dernière dimension, c'est la dimension économique, qui constitue quand même une grande partie de l'accord. Et donc là, en fait, on a de très nombreuses clauses qui concernent le commerce des biens, avec notamment la libéralisation des tarifs, donc des droits de douane sur plus de 90% des échanges dans les deux sens. On a des clauses également sur l'investissement, on a des clauses sur la propriété intellectuelle, on a des clauses sur la lutte contre la corruption, on a des clauses pour les petites et moyennes entreprises. Donc on a énormément de clauses ensuite économiques qui viennent compléter cet accord. En fait, il est très riche. Il est très riche cet accord et il est très mal connu d'une certaine manière. Quels sont les principaux avantages pour les entreprises des deux côtés de l'Atlantique? Alors, je dirais que le premier avantage, j'ai commencé à le mentionner, c'est la libéralisation tarifaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour accéder au Mercosur, vous payez souvent des droits de douane relativement élevés. 15%, 20%, parfois même 30%. C'est quelque chose qui pénalise nos entreprises, qui leur bloque l'accès à ce marché. Et donc, le premier avantage pour les entreprises européennes, ce sera justement, en abaissant ces droits de douane sur plus de 90% de nos exportations, de nous permettre d'être plus présents sur ce marché, pouvoir partager un petit peu nos productions et avec ces marchés. Il y a aussi des clauses qui vont intéresser particulièrement les petites et moyennes entreprises de facilitation du commerce. Pour les petites et moyennes entreprises, toutes les formalités douanières peuvent être parfois compliquées. Cet accord prévoit des clauses pour leur faciliter la tâche.
Il y a également des clauses sur l'investissement pour justement permettre de développer l'investissement entre les deux zones. Et il y a également des clauses qui vont avoir trait à la propriété intellectuelle. Donc, ça peut être des choses sur les brevets, sur également le droit d'auteur, mais une question de la propriété intellectuelle que j'aime bien et qui est peut-être un petit peu moins bien connue, ce sont les indications géographiques. C'est-à-dire, ça concerne en fait des produits agricoles, notamment en fait, par exemple, un certain nombre de vins, le vin de Bourgogne, le vin de Bordeaux, ou des fromages, le camembert de Normandie, le comté. Et donc, nous allons protéger dans cet accord plus de 400 indications géographiques. Et donc, ça veut dire que ces indications géographiques seront protégées, elles ne pourront pas être copiées dans les pays du Mercosur, ce qui permettra à nos producteurs, souvent locaux, de bénéficier d'un marché un petit peu premium, puisqu'ils vont vraiment pouvoir vendre tout leur terroir, tout leur savoir-faire à travers ces indications géographiques. Que contient le volet agricole de l'accord et les quotas prévus dans ce volet agricole? Alors, quand on parle du volet agricole, la première chose qu'il faut dire, c'est que nous, un certain nombre de nos agriculteurs sont extrêmement contents de voir que cet accord avec le Mercosur avance. Donc c'est tout à fait une fausse idée de penser que l'ensemble du monde agricole est contre cet accord. Il y a un certain nombre d'agriculteurs, notamment par exemple les viticulteurs, qui confrontés à une hausse des droits de douane aux États-Unis et confrontés également à des difficultés parfois à vendre dans certains pays tiers, voient l'ouverture de ce marché comme vraiment une aubaine, une chance pour justement vendre leur production dans un contexte difficile pour la viticulture française. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pour eux pas de droits de douane, protection des indications géographiques. Donc, il y a vraiment ce volet qui vise à favoriser les exportations agricoles, qui est extrêmement important. Petite parenthèse, l'agriculture européenne et l'agriculture française est généralement exportatrice nette, donc ce qui montre quand même la force de notre agriculture. L'agriculture n'est pas forcément un secteur défensif, c'est vraiment une de nos forces à l'international. Mais ce qui fait beaucoup débat dans cet accord, c'est justement la question défensive. Et pour ça, nous avons sur certains secteurs sensibles ce que j'appellerais une triple protection. La première protection, c'est que sur tous les secteurs sensibles, nous avons mis en place des quotas tarifaires. Des quotas tarifaires de l'ordre de 1 à 2% de la consommation européenne. Ça veut dire que dans le cadre de ce quota tarifaire, nous avons des droits réduits, mais dès qu'on est au-delà de ce quota tarifaire, les droits redeviennent les droits élevés comme ils sont aujourd'hui. Donc, par exemple, pour le bœuf originaire du Mercosur, on parle de 99 000 tonnes, soit un peu plus de 1% de la consommation européenne. Ou on dit parfois un gros steak ou 2 petits steaks par Européen et par an. Et donc, ces quotas protégeront les agriculteurs sur ces filières. Donc, on parle des filières bœuf, volaille, porc, sucre, éthanol, riz, miel. Toutes ces filières seront protégées par des quotas. Et donc, en ayant mis en place des quotas réduits, nous pensons que ça suffira à protéger nos agriculteurs de la concurrence des agriculteurs du Mercosur. Néanmoins, si cela ne devait pas suffire, nous avons prévu une clause de sauvegarde. Cette clause de sauvegarde qui est dans l'accord, c'est la première fois qu'on a une clause de sauvegarde qui va s'appliquer sur un secteur protégé par des quotas. En général, ce qu'on dit, c'est que les quotas sont suffisants. Et donc, quand on a mis des quotas, on n'a pas besoin d'avoir une clause de sauvegarde. Ici, on a la clause de sauvegarde en plus des quotas tarifaires. Donc ça, c'est vraiment une innovation ici. Et autre innovation, on a proposé un règlement au Parlement et au Conseil. Ce règlement, d'ailleurs, qui a été ensuite affiné et qui est en passe bientôt d'être voté par le Conseil et le Parlement européen. Ce règlement propose une règle de mise en œuvre de la sauvegarde. Et elle va principalement dans 3 directions. D'abord, plus de transparence avec un monitoring régulier des marchés, un suivi régulier des marchés, avec des rapports de la Commission européenne adressés au Parlement, au Conseil
ainsi qu'à l'ensemble des citoyens européens, de manière à pouvoir s'assurer que ces marchés sont sous contrôle. Deuxièmement, en cas de problème, une possibilité de mettre en place cette sauvegarde, d'actionner cette sauvegarde avec des règles de déclenchement très claires. Et enfin, troisièmement, si on déclenche la sauvegarde, nous aurons alors des règles de procédure, en termes de rapidité de la procédure, également très claires, qui nous permettront une action rapide face au problème. Donc ça, c'est le deuxième volet de protection. Première protection, les quotas. Deuxième protection, la sauvegarde. Et la troisième degré de protection, c'est un fonds, donc c'est-à-dire de l'argent, en d'autres termes, qui permettra, en cas de déstabilisation des marchés, de pouvoir intervenir. Donc ça, on a déjà quelque chose qui est en place, mais le montant, en fait, est en discussion aujourd'hui dans le cadre de la discussion sur les perspectives financières pluriannuelles. Et ce que la Commission a proposé dans sa proposition initiale, c'est 6,3 milliards d'euros pour la période. Je précise que ce fonds n'a pas vocation à être utilisé. Nous, notre philosophie, c'est de dire, voilà, les quotas devraient être suffisants. Si vraiment ces quotas ne font pas le travail comme on pense qu'ils doivent faire le travail pour protéger nos agriculteurs, alors on actionnera la sauvegarde. Et ça devrait vraiment être suffisant. Mais afin de vraiment rassurer tout le monde, eh bien, nous avons mis en place ce fonds. C'est un petit peu comme, je dirais, une assurance incendie. Vous ne pensez pas quand vous souscrivez que votre maison va brûler, mais voilà, vous avez quand même cette assurance incendie pour vous rassurer, pour être sûr pour l'avenir. Le respect des normes sanitaires sera-t-il suffisamment contrôlé ? C'est une des interrogations, je crois, du monde agricole. Oui, tout à fait. Alors, déjà, j'aime bien votre question parce qu'elle sous-entend que les normes sanitaires européennes seront applicables. Parce qu'il y a souvent aussi une incompréhension par rapport à ce point-là. Beaucoup de gens pensent que les normes de l'Union européenne ne seront pas applicables. Donc, par exemple, sur le bœuf aux hormones est interdit dans l'Union européenne. Le bœuf aux hormones sera donc interdit à l'importation venant du Mercosur. Il est déjà interdit aujourd'hui et il continuera de l'être avec cet accord. Cet accord ne négocie pas les normes sanitaires de l'Union européenne. Toutes les règles s'appliquent. De même pour les résidus de pesticides, de même pour le bœuf élevé aux hormones de croissance. Toutes ces choses sont interdites dans l'Union européenne et continueront de l'être. Donc les consommateurs n'ont pas à craindre justement la malbouffe ou une arrivée de produits qui ne respecteraient pas les normes européennes. Alors maintenant se pose la question de comment sont faits les contrôles. Voilà. Alors les contrôles, c'était l'objet de votre question, eh bien ils se font à plusieurs niveaux. Donc d'abord, nous avons des contrôles qui se font sur place. Nous allons auditer le système de contrôle des pays du Mercosur de manière régulière et les établissements, notamment pour la viande, qui sont appelés à exporter, vont être listés. En fait, vous ne pouvez pas exporter de la viande du Mercosur si vous n'êtes pas sur la liste des établissements habilités à exporter. Donc ça, c'est le premier niveau de contrôle au niveau du Mercosur. Après, le deuxième niveau de contrôle, ça va être aux frontières. Vous avez aux frontières de l'Union européenne, donc que ce soit, par exemple, au Havre en France, qui est un de nos grands ports, eh bien, vous avez là des services vétérinaires des autorités françaises qui vont contrôler tout ce qui vient, que ce soit d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine. Ces containers vont être contrôlés sur pièce, puis ils peuvent être ensuite ouverts pour être contrôlés également de visu. Et pour un certain nombre de containers, on va également prendre des échantillons. Et donc nous allons ainsi nous assurer que tout ce qui rentre est conforme. Le dernier niveau de sécurité, c'est bien sûr une vigilance
des autorités françaises, mais aussi des consommateurs, sur les produits qui sont sur les marchés. Et donc, souvent, des associations de consommateurs ou les autorités françaises, la DGCCRF par exemple, peuvent prendre des échantillons sur les marchés, dans les supermarchés, et analyser ces échantillons pour s'assurer que les produits sont conformes. S'ils ne sont pas conformes, on émet une alerte et on remonte jusqu'à la source. Alors sur le plan juridique, il y a une différence, je crois, entre l'accord commercial intérimaire et l'accord de partenariat Union européenne-Mercosur, qui devrait être, lui, ratifié par tous les États membres. Et pour le second, la France pourrait peut-être continuer à ne pas ratifier. Dans ce cas-là, cet accord ne pourrait pas rentrer en application. Voilà, donc en fait... tout ça est voilà, donc, supposition. Alors, voilà l'explication juridique, donc c'est la partie un peu juridique de l'interview, qui concerne donc ces deux accords. Donc ce qu'il faut voir d'abord, c'est que nous avons un système un petit peu de poupée russe, avec un accord commercial qui est dans un accord plus large, qui est l'accord global. L'accord commercial concerne vraiment toutes les mesures en matière de libéralisation, par exemple, des droits de douane, donc toutes les mesures de commerce et donc qui sont de la compétence exclusive de l'Union européenne. Certains éléments, plus larges donc, vont être dans l'accord global et là ne sont pas uniquement de la compétence exclusive de l'Union européenne, mais relèvent d'une compétence partagée ou donc compétence mixte ou un accord mixte. Alors, sur l'accord donc de commerce, qui est de pure compétence de l'Union européenne, nous avons donc une ratification européenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord la procédure d'accord du Parlement européen, de consent, consentement du Parlement européen, qui va voter donc à la majorité simple, puis le Conseil qui va voter à la majorité qualifiée. Ce sera ainsi la ratification de l'accord de commerce qui pourra ensuite entrer en vigueur une fois que les autres parties, bien sûr, auront ratifié l'accord du côté Mercosur. Maintenant, pour l'accord global, comme c'est un accord mixte, vous avez la ratification européenne, auquel s'ajoute la ratification par les 27 États membres. Uniquement quand l'Union européenne plus les 27 États membres auront ratifié l'accord, il sera considéré comme ratifié de notre côté. Chaque État membre peut décider de sa procédure de ratification. Donc pour nous, en France, la procédure de ratification se fait par le vote des parlements, c'est-à-dire d'abord l'Assemblée nationale, puis le Sénat, puis dans le cadre de la navette parlementaire, retour, si besoin, à l'Assemblée nationale. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour vos éclaircissements, parce que je pense que dans la presse et dans les médias, on évoque que les points agricoles et les manifestations agricoles, mais pas tout le reste. Et je trouve ça dommage. Il faut être plus pédagogique et expliquer le mieux possible, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Surtout qu'aujourd'hui, on vit dans un monde assez complexe qui est de plus en plus basé sur les rapports de force. Vous avez vu l'élection aux États-Unis et la suite qui ont été données. La Chine également se base de plus en plus sur les rapports de force. On l'a vu par rapport à un épisode avec la Lituanie en 2021. On l'a vu récemment sur les terres rares. Et donc, je crois que l'Union européenne a plus que jamais besoin de solidifier des liens avec des partenaires qui sont culturellement proches, de manière à vraiment pouvoir compter sur nos partenaires, nous entourer de partenaires fiables avec lesquels nous pouvons commercer, mais aussi coopérer sur d'autres domaines. Donc il faut rester optimiste. Voilà, restons optimistes, c'est important. Et voilà. Merci beaucoup, monsieur, de toutes ces explications. Merci. Avec plaisir. Merci. À une prochaine fois. Merci, avec joie.